J'en profite pour vous présenter le sujet et les intervenants. On va parler de gamification. Et le titre exact, c'est comme le sucre. Attirant, extraordinaire, dangereux. Mais quelle promesse. On a la chance d'avoir Frédéric Kunzmann, le cofondateur et le CEO de My Serious Game, qui sera accompagné de Julien Roca, qui est game designer à My Serious Game également. Messieurs, il est 16h03, vous avez jusqu'à 16h30. Je serai impitoyable. On compte sur toi, Philippe, pour nous arrêter. Parce que Julien et moi, nous sommes strictement incapables de tenir 30 minutes. Donc, bon courage, vous en avez pour 1 heure. Et vous allez m'aider à le faire taire. J'appellerai la sécurité à 16h30. C'est un sujet, on a un compte à rebours. C'est un sujet qui nous passionne, la gamification. J'ai juste envie pour commencer, parce que je vous vois tous assis, bien statiques, épuisés par cette journée, il y a du bruit, etc. Je ne vais pas vous faire la Macarena, mais juste vous raconter cette anecdote, parce que j'ai croisé Aurélie, qui est responsable formation d'un groupe industriel et que j'avais eu l'occasion de croiser à Madrid, à la JWC, la grande conférence de la gamification. Et on se retrouve dans un grand amphithéâtre où on est quelques milliers à écouter des papes de la gamification du monde entier. Et on nous demande de nous mettre debout, alors tout se fait en anglais, et on commence à danser la Macarena. Donc on est tous un public d'adultes, voilà, la Macarena, vieux souvenir. Donc on se sent mal à l'aise, gêné, ridicule. C'est quoi? Ça va être ça pendant 2 jours, on va commencer par danser la Macarena. Et en fait, ce qui s'est créé, c'est qu'on on se regarde tous comme ça, avec son voisin qu'on ne connaît pas. On était tous sérieux sur nos smartphones, etc. Puis on se lève, on va faire comme tout le monde, et on commence à danser, et on commence en fait à partager un rire. Et là, la conférence a vraiment commencé. Et c'était juste magique de vivre en fait une petite mise en jambe comme ça. Et c'est parce que vous l'avez échappé belle, hein, vous avez failli le faire. Mais l'idée, c'est effectivement que les secrets de fabrication que nous utilisons dans la gamification, c'est vraiment les partager avec vous. Vous connaissez la Fun Theory? L'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser, dans cet exemple-là, c'est un exemple qui date pas d'aujourd'hui, mais dans cette ville américaine où ils avaient des problèmes de bouteilles de verre qui étaient un peu partout. Pour les ramasser, ils ont gamifié le collecteur avec ce petit système où vous allez mettre les bouteilles quand la lumière s'allume, là où la lumière s'allume. Plus aucune bouteille de verre dans la ville, parce qu'au pire, si vous en trouviez, vous les ramassez pour pouvoir jouer. C'est un système excessivement simple. Les gens, vous voyez, les curieux s'arrêtent, etc. Tout le monde rigole. C'est des principes très simples. Et donc, moi, j'adore les gens, quand on arrive, en essayant de vendre nos services, avec des gens qui me disent « Ouais, mais nous, la gamification, pas dans mon entreprise. Je ne veux pas qu'ils jouent sur le lieu de travail. Et de toute façon, j'aime pas ça ou j'y crois pas. » C'est terrible parce que tous ces gens-là, dans la réunion de préparation, dans la réunion, etc., ils ont sorti des blagues. Ils ont, ce qu'ils ont retenu, c'était le petit moment émotionnel dans la présentation. Et en fait, on a tous besoin de gamification, pas tant tirer sur des canards ou des courses de voitures, mais les mécaniques qui sont derrière la gamification. Et ça, on en a tous besoin. Et donc, moi, je m'appelle Frédéric Kunzmann et j'ai créé un petit groupe qui s'appelle Augmented, donc qui a vocation à travailler sur l'humain de demain et sur les profonds défis, dont un des bras armés, c'est My Serious Game, qui est le premier fabricant de sur-mesure en France. Et puis des marques comme Edmil, qui sont des solutions, des marques comme e-simulation dans la santé, My e-learning, etc. Donc notre objectif, c'est vraiment par le digital, en utilisant cette techno-là, pouvoir former aux nouvelles compétences, dont l'essentiel aujourd'hui, c'est pour nous les soft skills. C'est la plus grosse progression, c'est le comportement, le savoir-être, la curiosité, l'éthique, la transparence, la proactivité, etc. Et donc on utilise évidemment, quand on s'appelle My Serious Game, de la gamification. Ça parle à tout le monde. Et il y a des méthodes, comme la méthode GAME, que je voulais partager pour commencer tranquillement. La méthode GAME, c'est pas un anachronisme, c'est un sigle. Ne m'aide pas surtout, ne m'aide pas. Moi, je t'avais dit que je voulais pas en parler. Donc. C'est une méthode simple. En 2 minutes, vous êtes formé à cette méthode et je vous l'avais partagée. L'idée, c'est que quand on va faire de la gamification, c'est de bien penser les objectifs, les goals. Les objectifs pédagogiques ou les objectifs business. Et ça, c'est l'essentiel. J'ai rencontré il y a 10 jours un groupe bancaire qui a testé la gamification et qui ne veut plus y retourner. Ils ont 150 000 collaborateurs.
On l'a testé, ça marche pas, ça prend pas, etc. Ouais, parce qu'ils ont pensé que gamification jeu, on a fait un jeu, mais le collaborateur, il est content de jouer, mais il ne vient pas au travail pour jouer. Donc s'il ne comprend pas l'utilité professionnelle, s'il n'apprend pas, si ça ne fait pas grandir, même si le jeu il est bien, ça ne l'intéressera pas. En fait, ça va laisser une... Voilà. Très souvent, on a des jeux qui se prennent pour des jeux et qui un petit peu font de la formation, ça ne marche pas non plus. C'est très compliqué de bien penser le jeu. Donc c'est bien partir de son objectif pédagogique, même si ça vous paraît trivial ce que je vous dis, il y a énormément d'erreurs là-dessus. On part bien de ses objectifs pédagogiques et de ses objectifs business pour ensuite construire le jeu autour. Donc c'est bien centré sur les jeux, c'est l'objectif du G. Ensuite, on a là pour l'action, et c'est ici. C'est-à-dire que vous allez penser l'action en fonction de votre public. On adore le cas de Fnac Darty qu'on a présenté l'année dernière. 90% des vendeurs Fnac Darty qui jouent avec tous les matins, des pics à 98%, plus 30% sur les ventes. Donc ça, c'est le directeur commercial de Fnac et le directeur commercial de Darty qui nous donnent ces chiffres-là, avec une application bête, connectée à leur quotidien et à leur interface, leurs chiffres de vente, etc., et basée sur du 1000 bornes. Mais on est sur la compétition. Je vais pouvoir collaborer avec mon collègue pour piéger un autre magasin. Je vais pouvoir, moi, te piéger parce que j'ai bien vendu hier, j'ai une super carte d'attaque, etc. Mais lui, il a mieux vendu que moi, tel produit. Il a la carte boomerang, je me reprends mon attaque dans la figure. Ah mince, etc. Et c'est vraiment, c'est bête, mais les commerciaux vont aimer cet enjeu de compétitivité. Là où, si on reste encore juste sur la page d'avant, si on est sur les infirmières, on va jouer sur le sentiment d'utilité. Etc. Il y a des mécaniques qui sont assez différentes. Et donc, voilà 4 grandes catégories, même si on pourrait en imaginer, enfin, il y a d'autres modèles beaucoup plus précis pour le type d'action. Le M de Merit, c'est la récompense. La récompense, ce n'est pas forcément le voyage aux Bahamas, ça peut être vraiment débloquer des fonctionnalités. Chez Bouygues Construction, par exemple, dans le parcours d'intégration, ils ont une petite anecdote vidéo de Francis Bouygues, le fondateur, qui leur explique pourquoi le logo il est orange ou pourquoi il a cette forme-là. Ben, quand vous êtes dans cette confidence et que vous avez débloqué cette petite vidéo, vous renforcez l'appartenance, vous vous sentez privilégié, valorisé, ça c'est une belle récompense. Donc il y en a plein, donc à tous les niveaux, mais c'est important d'avoir cette petite carotte. Beaucoup sont sensibles à ça. Et eux, c'est l'évaluation, c'est ma perception à moi. Est-ce que je me sens grandir ? Est-ce que j'ai appris quelque chose avec ce jeu? Donc on reboucle un petit peu sur le début. Donc voilà cette petite méthode game pour gamifier par exemple. Mais si on veut un profil plus précis, j'aime bien celui-ci, celui d'avant. Donc, c'est inspiré d'Octalysis de Yu Keishu. Donc le personnage est atypique, il travaille surtout dans l'industrie du monde, enfin du jeu vidéo, mais il décompose bien un petit peu tout ce qu'on peut trouver et c'est la recette, c'est pour faire ses audits des jeux vidéo, de ce qu'on doit y trouver, ce qui va rendre le jeu attractif, est-ce qu'il va marcher ou pas. Et donc on va y retrouver le sens, la pénurie, la rareté de l'objet. Donc quand je l'obtiens, il y a une reconnaissance, il y a une satisfaction, etc., qui est vraiment très importante. Et donc voilà des leviers dans la gamification quand on construit une aventure auquel il est important de dresser un petit peu le profil de l'apprenant type qui va y jouer pour se dire sur quoi il va falloir jouer, quelles sont les mécaniques qu'on va devoir mettre en œuvre. Et pour entrer dans les tuyaux, n'hésitez pas à prendre en photo, mais de toute façon, on pourra vous donner, je crois qu'on a même des brochures sur le sujet, sur notre stand à l'entrée des vins. Hop, petite publicité. Et donc pour entrer dans la mécanique, est-ce que tu es d'accord pour continuer. Pour continuer sur le flow? Oui, bien sûr. Oui, après, on va peut-être pas rentrer dans ce niveau de détail. Là, c'est vrai que pour les slides à défiler, c'est intéressant. C'est tout ce qui est la gestion du game flow. Donc là, c'est quand on relie finalement les mécaniques de jeu qui ont été au préalable définies finalement au storytelling, mais pas que. Finalement, ça communique aussi avec plusieurs disciplines qu'un game designer va devoir effectuer. On a une liste de tâches en fait quand on crée un jeu vidéo, là pour le coup un serious game, et disons qu'on a une certaine boîte à outils. Donc il y a plein de termes qui sont déjà un peu mainstream. Finalement, le game design, c'est un ensemble de disciplines avec lesquelles on va pouvoir s'adresser aux joueurs. C'est un moyen de communiquer finalement une information, un scénario, une mécanique de jeu.
Dans cette boîte à outils, là, il y a quelques mots qui sont un peu lâchés à la volée, mais il y a plein d'autres disciplines. Je dirais que sur la base, c'est peut-être intéressant aussi de revoir un peu la terminologie. Le game design, c'est la création de l'ensemble des règles de jeu. Je vais faire un parallèle avec Mario, par exemple. La règle fondamentale de Mario, je prends ça parce que c'est connu, c'est que Mario peut sauter sur des ennemis, ramasser des pièces. Et finalement, c'est ce qu'on appelle le core game design, c'est la mécanique générale. Cette mécanique, il va falloir la transmettre aux joueurs. Pour la transmettre aux joueurs, on va lui donner les outils pour jouer avec cette mécanique, avec ces règles de jeu. Et là, c'est le gameplay. C'est ce qu'on appelle le gameplay. Il y a beaucoup d'abus de langage sur tous ces métiers. C'est pour ça que je fais un petit reminder là-dessus. Le gameplay, finalement, c'est comment je vais donner accès à mon joueur à toutes ces règles. Comment il va pouvoir jouer avec. Donc, par exemple, pour le gameplay Mario, il a une manette, on a une croix directionnelle. Je prends vraiment le Mario de base, un bouton A, un bouton B. Voilà. Je peux sauter avec le bouton A. Si je laisse appuyer sur le bouton B, je peux accélérer, ce qui va aussi du coup influer sur ma vitesse de déplacement, mais aussi ma longueur, ma hauteur de saut. Le fait de pouvoir sauter va me permettre de sauter sur des plateformes, mais sauter sur des ennemis qui, eux, ont généralement une forme de bouton. On a tendance à ne pas le voir, mais c'est pas un hasard, c'est dans Mario des champignons ou des tortues. C'est pas sorti comme ça d'un chapeau, allez c'est bon au coin de la table, il nous faut des monstres, hop, on met une petite tortue. Non, on communique l'information qu'on peut appuyer dessus, comment on peut appuyer avec Mario, vu qu'on peut sauter, on tombe dessus, etc. Donc là, on est vraiment dans le gameplay. Et tout ça, où ça s'applique finalement, c'est la dernière, je dirais, corde la plus rudimentaire du game designer, c'est le level design. C'est-à-dire, c'est où j'applique mon game design et le gameplay, sur quel terrain je l'applique. Et pour résumer ça le plus simplement, c'est le niveau, c'est le terrain. Je peux sauter sur des plateformes, sur des monstres, je ramasse des pièces, il y a un début et une fin. Et comment je place tout ça, où je mets mes trous, où je mets ces éléments, et comment je génère mon game flow, comme on disait tout à l'heure, mais aussi ma courbe de difficulté. Bon, ça, c'est vraiment la base. Au-delà de ça, si on veut rentrer sur quelque chose de beaucoup plus fin, oui, Frédéric ? Pour donner un exemple, vous connaissez Kaamelott, le cul de chouette. Ça vous parle ? Voilà. Bon, là, le game design il est très mauvais. 1 heure d'explication des règles du jeu, où plus personne n'a envie de jouer parce qu'on n'a rien compris. Voilà. Bien ça. Du coup, je rebondis rapidement. Généralement, c'est vrai que le défi du game designer, c'est ce qu'on appelle les 5 premières minutes fondamentales, normalement, qu'on crée un jeu et qu'on le déploie auprès des utilisateurs. Et ça va de même pour un serious game et pour une formation. En 5 minutes, j'ai compris tout ce que je vais faire. Voilà. Après, c'est les situations, évidemment, qui évoluent et qui sont un peu plus excitantes, avec des rebondissements. Il y a plein de leviers pour ça. Le storytelling, je crois que tu vas en parler un petit peu tout à l'heure. Mais il y a une chose sur laquelle... une discipline auquel on ne parle pas, ou très peu, qui est finalement le travail le plus important chez le game designer. On a posé nos fondations, on connaît notre game design, on connaît notre gameplay, et on sait à peu près ce qu'on va faire en termes de level design. Dans le cadre d'une formation, ça arrive, il y a du level design dans un bon paquet de serious game, et on en fait avec des besoins en level design. C'est ce qu'on appelle les boucles de gameplay. Alors peut-être que ça parle à quelques personnes ici, mais en gros, dans mon métier au sein de Serious Game, c'est de concrètement me mettre à la place finalement de l'apprenant, du joueur apprenant, et de définir ses actions par un système de boucles. Je reprends l'exemple de Mario. La boucle de Mario, finalement, c'est je commence un niveau, je suis à un point d'entrée, je fais mon niveau, j'ai des obstacles, j'ai des bonus, je le termine. Ça recommence. Je suis au début d'un niveau, je fais mon niveau, j'arrive au bout, etc., etc. Dans ces boucles, il y a des boucles un peu plus grandes. Généralement, les niveaux dans Mario sont segmentés. Je peux faire le parallèle avec des parcours, d'ailleurs, de formation. Sont segmentés, c'est-à-dire que y a le premier monde avec le 1-1, 1-2, 1-3. C'est terminé. Il y a un château, je passe au 2-1, 2-2. Donc là, c'est une boucle plus globale, etc. Donc ça, c'est un certain niveau de boucle. Dans un parcours de formation, ça peut être les thématiques. Je fais plusieurs thématiques, plusieurs sous-parcours liés à une thématique. Dans ces parcours, j'ai plusieurs petits épisodes. Je vais les structurer.
Je vais dire que par parcours, j'ai X formations qui vont avoir leur propre courbe de difficulté. Et puis, je vais dérouler. Ça me permet aussi de maîtriser la production de ces parcours. Au-delà de ça, ce que je voulais dire à la base, c'est que on a ce qu'on appelle la boucle heure par heure en tant que game designer. C'est-à-dire qu'on doit définir, on doit donner des objectifs dans l'heure pour le joueur. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi son objectif final? J'invente un jeu là, comme ça sur le tas, un jeu d'aventure. Ok, bon, j'ai une quête à faire, il y a un donjon, je peux me balader, j'ai une ville, etc. Bon alors, dans l'heure, il faut que je fasse ma grosse quête, la quête principale pour avancer dans le scénario. Mon objectif, c'est ça. On a le gameplay, la boucle minute par minute. La boucle minute par minute, on peut faire le parallèle avec une sorte d'organisation. Ok, je vais m'organiser, je vais vérifier, bon, je vais aller voir dans les magasins si j'ai le dernier équipement, je vais acheter 2-3 potions, etc. Je vais plutôt faire ça, j'ai un peu le temps. Et ensuite, il y a la boucle la plus difficile à maîtriser, et c'est celle finalement, c'est dommage, en même temps c'est excitant, c'est celle qu'on a le plus dans le métier de la formation, c'est la boucle seconde par seconde. C'est définir les objectifs pour le joueur apprenant dans la seconde. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que, je prends les cas du jeu d'aventure, est-ce que je vérifie mon équipement tout de suite? Est-ce que je bois une potion? Est-ce qu'il y a un mec à côté de moi? Est-ce que je vais lui parler? Ou non, finalement pas. Bon, bah, je vais avancer, finalement, là j'ai vu un truc. Finalement, c'est toutes les informations qu'on a tout de suite. Est-ce qu'on en fait? Comment on les traite? Est-ce qu'elles sont bien transmises? Est-ce que je peux Oui, vas-y. faire un parallèle? C'est génial. Je ne sais pas si tout le monde a tout compris. Julien, si, super. Il y en a un qui a tout compris, mais il y en a qu'un. Hein. Moi, c'est la partie chiante un peu. Ce qui est très intéressant. Alors Julien, ça fait 12 ans qu'il. Tu nous as bien illustré la boucle. Ouais. Julien C'est pareil au téléphone. Il y a 12 ans, il a créé son premier studio de jeux vidéo. Ça a été un des premiers à faire développer des applications sur les téléphones auxquels vous jouez en 2007, je crois, quand l'iPhone a été créé. Donc c'est évidemment un grand expert. Mais par contre, pour certains d'entre vous, très certainement, que là, justement, il n'était pas dans le flow pour certains d'entre vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pars dans finalement, quand moi, je n'ai pas très bien compris ce qu'était le game design, quand il commence à avoir de boucles de game design, peut-être que je suis perdu. Parce que là, le niveau, il n'était pas adapté à qui j'étais ou ce que j'étais venu chercher. Au contraire, certains d'entre vous, peut-être vous, monsieur, tout ça, c'était des notions que vous connaissiez déjà. Vous auriez souhaité en savoir plus. Donc finalement, le niveau n'était pas... etc. La difficulté, et ça c'est un enjeu du digital learning demain ou dans les années qui viennent, c'est de pouvoir vraiment rentrer dans l'adaptive learning réel, c'est vraiment pouvoir s'adapter à un niveau sur le fond et aussi sur la forme, la façon d'apprendre. Certains d'entre vous sont au premier rang avec peut-être envie de participer, envie d'écouter, de prendre des notes de manière structurée. D'autres sont au fond parce qu'ils vont apprendre en échangeant avec leurs voisins ou envie de jouer ou de rigoler avec pour qu'il y ait un peu d'émotion derrière et se rappeler plus facilement des informations. On a tous, voilà, ces niveaux différents et il faut pouvoir rester dans cette courbe qui fait que les niveaux 1.2 vont être plus faciles que le 1.3 et qu'à chaque fois ça va être grandissant à mon rythme à moi et que si jamais je rate le 1.3, je re-rate le 1.3, je re-rate le 1.3, et ben on va avoir des récompenses bizarrement qui vont arriver dans le jeu, des super armes, etc., qui vont nous permettre de ne pas nous démotiver. Ah, c'est trop dur pour moi. Non, on va te faire redescendre un petit peu et on va te rattraper comme ça. Dans la formation, c'est exactement pareil. Donc merci pour cette illustration, parce que je pense que parfois, c'était un peu... et on voit bien cette dynamique de flow, et c'est la complexité quand on doit faire un module de formation qui doit parler à 10 000 collaborateurs différents. C'est quasiment mission impossible. C'est en tout cas très compliqué. Donc ça, c'est pour le level design, c'est ce niveau, et avoir ce juste niveau, c'est ce qui fait le lien avec le flow. Le game design, c'est en formation, il n'y a rien de pire que prendre 5 minutes pour comprendre les fonctionnalités de l'interface, etc. En général, on n'y va pas déjà de gaieté de cœur, donc ça, c'est impossible. La formation, elle doit être intuitive et directement comprendre. Et si, pour les besoins de cette formation, vous avez beaucoup de fonctionnalités, d'options et de choses à maîtriser, il faut vraiment les glisser au fil de l'eau. Vous commencez avec les 3 boutons qui sont essentiels et au fur et à mesure, vous allez former l'apprenant à l'utilisation de l'outil, de l'interface, de la navigation, etc. Mais au fil de l'eau. Et pas tout au début, voici les fonctionnalités des différentes navigations, etc. Donc ça, c'est pour le game design gameplay. Voilà, je voulais faire ce parallèle et comme il y a marqué UI, UX, je voulais vous montrer cette affiche. C'est un bel exemple pour moi. Je ne sais pas si quand vous lisez le titre, vous avez un
un accent en même temps, celui de Karl. Mais je trouve ça, c'est impactant. Le message, il est clair, il est propre, il est compris par tout le monde, c'est très efficace. Et on n'y met pas 10 pages de texte. Le schéma, le visuel va être hyper important. Et en UX, c'est voilà, très important. Donc c'est vrai qu'on prend beaucoup de gens en communication aussi pour aider. Ils sont souvent très bons dans la construction des formations parce qu'on va récupérer les codes de la communication pour avoir des images et des visuels qui sont très importants. C'est pour ça que l'UX, c'est pour nous essentiel. Ce qui fait le lien avec le minimalisme, ce que j'ai pas du tout fait juste avant. Mais c'est des règles essentielles, c'était important de les mettre en avant pour tendre justement vers ce minimalisme. Tu parlais, là, tu rebondissais sur le niveau 1.1, 1.2, etc. C'est des notions qu'on voit même plus maintenant dans la majorité des jeux vidéo. Et c'est justement ce à quoi toutes ces disciplines qu'on a citées juste avant servent. Et c'est la tendance vers laquelle le métier du game design qui s'applique au milieu du serious game et aussi de la formation tend aussi. On a de moins en moins de jeux avec des barres de vie, avec des tonnes d'informations. Il y a énormément d'exemples là sur le court terme. Dernièrement, le dernier Zelda, Death Stranding par exemple, ou The Witness, qui est beaucoup moins connu, mais qui est vraiment entre le serious game et le jeu vidéo. Et finalement, très peu d'infos. On se sert vraiment de toutes ces disciplines pour transmettre l'info à partir du décor, à partir de la direction artistique, à partir de ce qu'on appelle la narration environnementale, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui va me donner les informations. Dans la plupart des jeux de tir, maintenant, il n'y a même plus de barre de vie, on voit plutôt un flou rouge autour de l'écran, donc on comprend que ça va être... il y a un petit problème, et on n'a plus forcément de vie et de grosses valeurs à l'écran, avec des chiffres dans tous les sens. Donc on tend vers ça, et on tend aussi vers des objectifs beaucoup plus clairs, moins chiffrés. On part plus à l'humain qu'au joueur. Bien, merci. Et du coup, là, il va nous manquer du temps. Ouais, mais il vous reste 5 minutes. Donc, pourquoi des risques ? Il s'avère que j'ai eu un accident de parcours. Enfin, j'ai fait psycho du travail à un moment donné pour essayer de comprendre un peu ces mécaniques de la motivation, de la formation, du développement des compétences. Qu'est-ce qu'une compétence ? Qu'est-ce que sont les soft skills, etc. Et la gamification, au-delà du fait qu'elle peut être mal faite et à ce moment-là ne pas du tout servir son objectif, donc avec quelques premières règles exposées là, pour moi, il se passe un phénomène très addictif. Alors, on n'a pas abordé les dark patterns, ou etc. Tout ce qui fait que votre application va vous envoyer une petite notification, vous avez un petit 1 sur l'icône. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'enlever ce petit 1. Donc, vous allez cliquer sur... et donc rouvrir l'application. Et là, l'éditeur, il a gagné son pari. Vous rentrez dans le jeu, qui vous a envoyé une petite récompense, un petit message, etc. On fait tout pour vous rendre complètement addict. Et le piège de ça, c'est qu'on est tous hyper connectés. Donc vous êtes nombreux à regarder sur vos smartphones. Vous ne pouvez plus attendre 10 minutes dans le bus ou dans une salle d'attente sans sortir votre téléphone. Ça, c'est terrible pour notre cerveau. Parce que, étant donné que vous êtes tout le temps... il n'y a plus de temps libre, en fait. Et vous n'avez plus de temps d'ennui. Et ces temps d'ennui, ils sont hyper structurants. Et ils vous permettent aussi de développer votre imagination. Donc ça pose de vraies questions à terme sur l'imagination. Et on a besoin de ranger sa tête, en fait, et de naviguer quand vous conduisez, par exemple, et que vous êtes vraiment... Vous pensez à rien, vous vagabondez, vous imaginez des trucs, vous revenez là-dessus, etc. Et ben en fait, là, vous êtes en train de vous réorganiser, et ça, comme un formatage de disque dur, et c'est hyper important. Et ces moments, on les a de moins en moins. Donc ça va générer forcément encore plus de stress, et ça va impacter effectivement l'imagination. Après, on a la chance de travailler et d'être missionné pour l'éducation nationale dans la gamification de l'éducation, et de vrais pièges aussi, parce que si tout est gamifié et tout est soumis à récompense, comment votre enfant va débarrasser la table demain s'il n'a pas 1 euro ou s'il n'a pas l'autorisation de jouer à l'iPad après ? Donc il y a le goût de l'effort qui est très important aussi d'être préservé. On ne rechigne pas, enfin, faire une formation réglementaire obligatoire, vous êtes capable de la faire, même si ce n'est pas gamifié. Et attention à ne pas tout gamifier, sinon ça ne sert à rien que je parle aux gens, parce que j'y gagne rien, etc. Donc attention à ces risques-là et à ne pas tout gamifier. Et ce qui est hyper important, c'est effectivement d'avoir... la gamification doit être utile. Si c'est juste très gamifié, mais que l'utilité ou le sens que ça en a, cette formation, si ce n'est pas assez fort, prégnant, ça ne fonctionnera pas, quelle que soit la qualité du jeu.
le game design extrêmement simple et le level design, ça c'est une vraie condition dans la formation pour que ça réussisse. Quand vous avez une formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent, avec des directeurs d'agence dans le milieu bancaire qui l'ont suivi déjà 10 fois, parce que ça fait 15 ans qu'ils sont à ce poste-là. Vous avez des nouveaux qui viennent d'arriver. Si vous lui refaites 1 heure de voilà la réglementation, etc., ça ne marchera pas, il ne retiendra pas. Il y aura certainement des nouveautés cette année, mais ça passera à la trappe. Donc il faut absolument juste lui donner les 7 minutes dont il a besoin, les 2-3 points qui nous permettent de vérifier qu'il n'a pas perdu d'informations en cours de route, qui maîtrise bien ceci, etc. Et lui donner juste ce dont il a besoin et comme il en a besoin, par rapport à son rythme à lui, qui sera peut-être d'ailleurs application à raison de 2 minutes par jour dans la semaine. Et voilà, c'est de bien penser les choses de manière adaptée. Bon, on a essayé de faire vite, et sur le chrono, il est marqué 0 pile poil. Donc on a le temps des questions-réponses, 10 minutes. Non, t'as 1 minute. Philippe, on est 2. C'est pas mon temps, c'est leur temps. Hein. Est-ce que vous avez une question ? Oui. Bonjour, je suis Isabelle Druet. Question sur ne pas tout gamifier, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on va gamifier en priorité ? Ça dépend alors, en fait, ce que l'on gamifie, on va utiliser les moteurs de la gamification, les leviers, c'est un petit peu le schéma Octalysis avec le sentiment d'utilité. On va utiliser les mécaniques de jeu, et ça, on va les utiliser à peu près partout, nous. Mais ce n'est pas pour autant un jeu. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, pouvoir aider ou transmettre votre savoir. Je prends un exemple auprès de directeurs. Comment est-ce qu'on les fait encore grandir en management ? Eh bien, ce qu'on a créé, c'est un moteur qui leur permet de poser leurs questions avec un surnom, Betty Boop, etc. Donc, on ne sait pas qui c'est dans le groupe. Mais ils ont la possibilité de poser leurs problématiques. Voilà, on peut augmenter personne cette année. Il va falloir que je l'annonce à l'équipe. Je sais que je vais avoir des gens qui ne vont pas comprendre. Je ne sais pas trop comment leur dire. Et les autres vont alors être mobilisés. Je me sens important parce qu'on me demande mon avis et vont devoir répondre à cette personne. Il n'y a pas de gamification en soi, mais en fait, on utilise ce moteur-là qui est la reconnaissance et le sentiment d'utilité. Et je vais pouvoir donner mon avis. Et c'est extrêmement pédagogique pour la personne qui donne l'avis et pour la personne qui le reçoit. Parce que soi-même, je me suis embarqué dans un truc là. Oui, je sais pas. Là, je suis dans une boucle. Oui, le niveau game design, il était un peu long, on a du mal à en sortir. Et le niveau conclusion, on n'en voit pas le bout. Merci, messieurs. Et je vous réponds précisément juste après. Alors. Merci à vous tous. Merci. Stand des 20 pour toutes les questions. Merci beaucoup.